Bonsoir à tous et à toutes. Mon intervention de ce soir va s'articuler sur le thème des nouvelles méthodes de l'archéologie à partir d'un certain nombre de points. Tout d'abord, je souhaiterais planter un peu le cadre en évoquant rapidement le sujet d'une archéologie qui est parfois une archéologie imaginaire ou fantasmée, en comparaison avec la réalité quotidienne de la plupart des archéologues en France, réalité quotidienne qui est beaucoup plus, vous le verrez, pragmatique, mais ce sera rapide. Par la suite, je ferai une discrétion également rapide sur l'importance de la sauvegarde de l'information dans le domaine de l'archéologie. C'est un sujet tout à fait fondamental et dont on parle assez peu. Et enfin, l'illustration des nouvelles méthodes tournera autour de 3 points, car les méthodes sont tellement nombreuses que dans le temps imparti, il a fallu faire des choix, et choisir, c'est renoncer. Les 3 points étant une évocation d'un silex taillé, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en déduire. Un deuxième point sur le lidar, vous verrez cette nouvelle méthode tout à fait intéressante. Et un troisième point très spécifique à l'archéologie française, à l'archéologie préventive française, la mécanisation des interventions archéologiques. Tout d'abord, cette image que tout le monde reconnaît aisément illustre parfaitement le sujet de l'imaginaire en archéologie. Ce sujet a déjà été abordé dans ce cycle, ne fût-ce que par Jean-Paul Demoule qui a prononcé cette première conférence. Il est cependant toujours utile de rappeler que notre perception de l'archéologie, celle qui est la plus diffusée par des médias comme le cinéma, par exemple, voyez les films d'Indiana Jones, voyez pour ceux qui hier soir étaient devant leur téléviseur sur une certaine chaîne nationale, le film Benjamin Gates, Le Trésor des Templiers. Ces médias en font une aventure qui est tout à fait mystérieuse et souvent exotique. Et il faut reconnaître que les régions du monde qui ont le plus la cote dans l'imaginaire archéologique sont l'Égypte et l'Amazonie essentiellement. Et ces actions archéologiques fantasmées sont toujours menées par des individus hors normes, mi-archéologues, mi-aventuriers, ce qui est rarement le cas en archéologie. Je pense en être un exemple flagrant. La réalité est donc beaucoup moins romanesque. Vous avez ici une équipe d'archéologues normaux, certains se reconnaîtront peut-être, allez savoir, qui sont en train de dégager les fondations d'un bâtiment romain dans la campagne francilienne. Vous pouvez le constater, l'exotisme est un peu moins flagrant. Il n'y a pas de momie, il n'y a pas de mystère totalement insondable, il n'y a pas de complot gouvernemental, pas encore. Il n'y a pas de combat héroïque, si ce n'est celui contre les intempéries et surtout celui contre les délais d'intervention que nous laissent en général les pouvoirs publics pour faire ce genre d'intervention. Venons-en donc maintenant, si vous le voulez bien, avec ce titre volontairement provocateur, sur une définition de l'archéologie et sur son positionnement, sur sa place dans le domaine des sciences. Il ne s'agit pas ici d'être redondant avec la conférence de Jean-Paul Demoule déjà citée, mais il faut malgré tout rappeler un certain nombre de points tout à fait importants. L'archéologie est essentiellement, dans sa définition, l'étude et la reconstitution de l'histoire de l'humanité à travers l'ensemble des vestiges matériels, artefacts et écofacts. Il s'agit donc par là d'une science humaine qui présente l'avantage d'être sans doute beaucoup plus proche du réel, de la réalité des populations anciennes que l'histoire écrite qui l'a été écrite, le plus souvent par et pour une élite. C'est donc une science humaine, car une science de l'homme. C'est pourquoi j'utilise volontairement le terme de science molle, comme mon ancien professeur Marcelotte l'a beaucoup mieux dit et écrit que moi. Science molle, car science de la chair et du vivant, science du mou, avec également ce côté provocateur de se revendiquer d'une science molle par rapport aux sciences dures, dont le terme est, à mon avis, beaucoup trop galvaudé. Dans l'acceptation générale d'une science, 2 choses sont tout à fait essentielles et admises par les communautés scientifiques diverses et variées. Ce sont les phénomènes
de répétition et de prédictivité. Alors ces phénomènes fonctionnent assez bien pour ce qui est des sciences exactes comme la physique ou la chimie, malheureusement beaucoup moins bien pour les sciences humaines. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir les soubresauts imprévisibles de l'économie dont la presse nous régale tous les jours. Et il faut donc en prendre son parti. L'homme n'est pas toujours prévisible et il ne répète jamais exactement la même chose. Lors de nos études, on nous enseigne souvent que l'histoire ne se répète pas mais qu'elle bégaye. Cela n'empêche pas l'archéologie, cependant, d'être, comme les autres sciences humaines, rangée parmi le rang des sciences, où elle a toute sa place, de par la rigueur de son raisonnement et de par sa tentative de recherche de preuves. Mais la différence essentielle avec d'autres sciences, et c'est également un sujet à creuser, c'est le cas de le dire, c'est que l'archéologie détruit l'objet de son étude. Alors c'est évidemment un truisme, mais comme disait un autre de mes professeurs, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Fouiller un site, c'est le détruire. C'est essentiellement d'ailleurs détruire les liens qu'entretiennent entre eux les éléments constitutifs de ce site, c'est-à-dire les artefacts et les écofacts déjà cités. Il est donc indispensable, et c'est la première priorité de l'archéologue normalement constitué, d'assurer un enregistrement le plus exhaustif possible et le plus durable possible. C'est donc cette sauvegarde de l'information par tout un ensemble de méthodes et techniques qui est tout à fait essentielle. Le premier enregistrement en archéologie est le positionnement dans l'espace des objets, et donc la méthode stratigraphique qui est universellement utilisée depuis maintenant des dizaines d'années. Alors son extension pour les périodes anciennes, car dans une conférence d'une heure, on est évidemment obligé de cibler certains sujets. Donc son extension pour les périodes anciennes, qu'on appelle la chronostratigraphie, permet non seulement la datation relative des objets, le plus haut dans une coupe archéologique étant par définition et en théorie le plus récent, c'est-à-dire dans la plupart des cas, mais permet également une datation réelle, sans être absolue, par l'intermédiaire de la datation de l'unité géologique contenant cet objet. Alors l'image que vous avez sur l'écran présente une coupe dans la région de Sens, dans l'Yonne, plus précisément à Soucy, qui montre une terrasse de la rivière Yonne, datée des environs de 300 000 ans. Voilà. Alors vous avez la terrasse ici, et un certain nombre de couches sédimentaires que je ne vais pas détailler ici, cela prendra un peu trop de temps, recouvrant cette terrasse ancienne de l'Yonne, datée d'environ 300 000 ans, et sur laquelle, à cet endroit, reposait un important site préhistorique. L'importance de l'accumulation des méthodes d'enregistrement, nous allons en voir quelques autres assez rapidement, suppose cependant une gestion extrêmement rigoureuse de la part des équipes archéologiques, car l'accumulation des données et l'utilisation de plusieurs méthodes en parallèle peut très vite s'avérer contre-productive. Certains archéologues ont donc essayé de théoriser le phénomène de gestion de données dans le domaine de l'archéologie au travers de tables ontologiques que je vous présente rapidement. Je vais vous en présenter rapidement deux exemples, qui sont des exemples anglo-saxons, nos collègues anglo-saxons étant extrêmement friands de théorisation de toutes les sciences humaines, dont la nôtre. Donc celle-ci, par exemple, qui se présente comme le continent archéologique, illustre les différentes constituantes de ce continent, des îles, des presqu'îles, des archipels, le continent lui-même sur votre droite, avec toutes les composantes de l'archéologie, de l'acte archéologique. Et l'esprit de ce graphique, de ce tableau, pardon, est de dire que ces composantes doivent évidemment fonctionner ensemble, être reliées. Voici les liens effectués par nos collègues du English Heritage sur ces sujets, afin d'éviter de sombrer dans ce qu'ils appellent ici au-dessus les grands fonds théoriques.
On peut cependant penser qu'ils y sont eux-mêmes déjà sombrés depuis longtemps. Un autre tableau ontologique présentant les types de données enregistrables sur un site archéologique vous montre mieux la complexité de ces relations et est toujours élaboré par nos collègues anglais du English Heritage, mais un autre département. N'ayez pas peur, voici ce tableau qui présente l'intégralité des données archéologiques enregistrables sur une fouille. Mais je ne souhaiterais pas vous accabler avec ce type d'informations afin que nous puissions arriver à des choses un peu plus concrètes qui correspondent sans doute un peu plus à notre esprit plus cartésien. Donc voici une image extrêmement concrète de notre quotidien d'archéologue en France. C'est une vue aérienne de tranchées destinées à la recherche de sites. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le diagnostic archéologique. Ça se trouve en Seine-et-Marne, à Cesson. Et cela montre à quel point les superficies concernées par l'archéologie préventive peuvent être considérables. C'est donc une donnée nouvelle à laquelle la communauté archéologique est confrontée depuis maintenant une vingtaine d'années, l'extension des surfaces sur lesquelles nous devons travailler. Il a donc été rapidement indispensable aux archéologues, s'ils voulaient continuer à assumer leur métier dans les meilleures conditions possibles, d'emprunter à d'autres, et ici aux topographes en l'occurrence, des méthodes de relevé à la fois précises et rapides vu les délais d'intervention souvent extrêmement limités. Alors vous avez sur cette photo deux types d'instruments utilisés couramment en archéologie maintenant. Sur votre gauche, le GPS de haute précision à 20 cm, et sur votre droite, le théodolite laser, lequel théodolite laser est utilisé tout comme en topographie pour les levées de plans, mais est également utilisé, comme sur ce chantier, sur cette fouille d'un site paléolithique moyen des années 90 000 avant Jésus-Christ, sur ce chantier utilisé pour relever directement les silex taillés abandonnés par les Néandertaliens sur ce site. Vous avez ici ces silex taillés qui sont relevés par notre collègue avec cette canne à prisme, le topographe se trouvant sur la droite de l'image. Dans le même registre, cette figure illustre les différents relevés possibles sur des structures archéologiques, des structures excavées, avec ici l'utilisation assez récente mais en cours de développement sur nos chantiers de tablettes graphiques de terrain en bas à gauche, ici, ce qui nous permet d'enregistrer numériquement directement l'information et de nous passer des papiers, crayons, gommes et papiers millimétrés divers et variés. Ceci dit, la prudence impose malgré tout d'en conserver un certain nombre de feuillets en poche, parce que le désavantage des tablettes graphiques, c'est que ça n'aime pas l'humidité, et en plus les batteries ont tendance à se décharger, et cela toujours au mauvais moment. Passons maintenant, si vous le voulez bien, directement aux méthodes, aux nouvelles méthodes qui est l'intitulé de ma conférence, de ma communication. Et là, je dois vous confesser quelque chose. J'ai été ici confronté à un choix difficile. Je pouvais tout à fait illustrer mon propos avec des méthodes au nom très scientifique, avec des termes extrêmement mystérieux, ce qui permet toujours d'en imposer un peu, si vous me passez l'expression. J'aurais pu vous parler de sémantochronologie, j'aurais pu aborder le problème des recherches d'oligo-éléments dans les émails dentaires, et évidemment parler de l'éternel ADN qui fait les choux gras de la plupart des feuilletons policiers actuellement. Ceci dit, je me suis dit par la suite que ces méthodes, il faut bien le reconnaître, ne sont pas des méthodes qui sont spécifiquement propres à l'archéologie, qui sont spécifiquement développées par les archéologues, pour les archéologues. Ce sont plutôt des méthodes dont l'archéologie est consommatrice, utilisatrice. J'ai donc préféré orienter cette conférence sur des sujets peut-être un peu moins glamour, si vous me passez l'expression, mais qui concernent plus l'archéologie du quotidien, celle qui est vécue par environ 2000 archéologues en France et celle qui nous permet
de sortir des articles scientifiques, des films grand public, des articles de vulgarisation et de communiquer aux citoyens de ce pays la richesse archéologique que son sous-sol recèle. C'est donc un choix volontaire et je l'assume totalement. C'est vous qui me direz peut-être en fin de conférence si j'ai bien fait de faire ce choix. Et je vais commencer par ce titre un peu étrange, La vie d'un silex taillé. Vous avez ici, en l'occurrence, ce silex taillé est un magnifique biface qui a été taillé par un néandertalien dans le nord de la France, quelque part dans le nord de la France, il y a environ 50 000 ans, et qui a été découvert sur un site à proximité de Maubeuge. Alors face à un objet tel que celui-ci, les questions traditionnelles que l'archéologue se pose, et c'est toujours posé, sont les suivantes. D'abord, quand a-t-il été taillé? À cela, on peut répondre avec la chronostratigraphie, mais également les datations absolues si le contexte s'y prête. Et à quel groupe culturel cet objet peut-il être rattaché? Et à cela peut permettre de répondre les études stylistiques et les études comparatives avec d'autres silex de ce même type trouvés dans des régions proches ou lointaines. Voici, par rapport à la chronostratigraphie, je passerai sur les méthodes de datation absolue, la plus célèbre d'entre elles, le carbone 14, permettant de remonter jusqu'aux environs de 40 000 ans, pas au-delà, et donc dans notre cas, ça ne pourrait pas fonctionner. Mais voici pour la chronostratigraphie qui, dans le nord de la France, qui est ma région de prédilection dans mes recherches, est extrêmement bien connu, le tableau chronostratigraphique synthétique du nord de la France depuis les années 125-130 000 jusqu'à nos jours. Alors ce tableau peut paraître extrêmement compliqué, je vais me permettre de vous le détailler en quelques minutes, quelques instants plutôt. Vous avez ici les années de 140 000 à 0. Ici la courbe paléoclimatique, c'est-à-dire c'est un calcul par rapport à des forages dans les glaciers groenlandais de l'isotope 18 afin de mesurer le climat en fonction de l'évolution chronologique. Plus la courbe s'oriente vers la droite du tableau et plus le climat est chaud, et inversement, plus elle s'oriente vers la gauche du tableau, plus il est froid. Nous voici ici, nous sommes dans l'Holocène, cette période qui est très courte par rapport au développé ici en dessous, mais vous constatez que nous sommes bien dans une période climatiquement stable et assez chaude par rapport aux 100 000 ans qui nous ont précédés et qui sont caractérisés, à part ce pic plus chaud que maintenant, qui s'appelle l'interglaciaire émien, qui nous ont précédés avec cette variation extrêmement importante du climat, vous voyez, mais toujours plutôt des climats froids, voire même stépiques ou périglaciaires. Donc cette chronostratigraphie est extrêmement bien connue dans le nord de la France grâce à toutes les études de sol qui sont détaillées ici, qui représentent des heures et des heures et des heures d'études sur le terrain, et les sites archéologiques que vous avez ici qui sont replacés à l'intérieur de ces sols et par là même datés, vu qu'il suffit d'en faire la correspondance. Donc voici pour la datation de ce biface de Saint-Hilaire, c'est le village où il a été découvert, la fouille où il a été découvert s'appelle Saint-Hilaire, village de fouille de Saint-Hilaire qui est daté du pléniglaciaire moyen, c'est-à-dire ici. Passons maintenant à l'attribution culturelle de ce biface qui hante les archéologues et surtout les préhistoriens depuis le XIXe siècle maintenant. Là, le sujet est relativement simple, même s'il nécessite des études comparatives extrêmement importantes et détaillées. Il s'agit de replacer ce biface dans une série de comparaisons, de points de comparaison. Vous en avez quelques-uns ici qui représentent les bifaces les plus fréquemment rencontrés au nord de la Loire, et jusqu'en Belgique et jusqu'en Allemagne de l'Ouest, avec leur évolution chronologique, les plus anciens étant les plus bas, les plus récents se trouvant au-dessus de la figure.
Ces bifaces sont considérés comme étant des marqueurs culturels. On appelait ça, il y a encore une certaine époque, des fossiles directeurs. Ce terme n'existe plus maintenant et n'est plus trop utilisé. Mais cela nous permet de conclure que ce fameux biface que je vous ai présenté tout à l'heure fait partie de cette famille. Vous voyez que la forme ressemble plutôt à ceci ou à ceci en plus petit. Famille qui s'appelle le moustérien de tradition acheuléenne, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais dont la définition a été élaborée dès les années 50 par le célèbre préhistorien François Borde. D'autres questions sont plus récentes dans le domaine de l'archéologie et de l'archéologie préhistorique. Ces questions plus récentes sont les suivantes. Quelles sont les techniques qui ont été utilisées pour la confection de cette pièce? D'où provient la matière première et à quoi a-t-il servi? Alors, les techniques utilisées, et nous abordons ici des méthodes qui sont assez nouvelles dans le domaine de l'archéologie préhistorique. Les techniques utilisées sont déterminées par un ensemble de méthodes diverses et variées, dont celle-ci qui s'appelle les unités technofonctionnelles et leur description. Je ne vais pas m'étendre sur cette méthode qui est quand même assez pointue et que certains préhistoriens renoncent même à utiliser. Mais il faut savoir que cette méthode des unités technofonctionnelles peut plus simplement consister dans son explication en l'étude de localisation des retouches sur les bords, la morphologie de ces bords et de ces retouches, la délinéation des profils, des angles, etc. Alors à quoi cela sert-il? Bien, cela permet une approche de la construction volumétrique de la pièce par son artisan, et donc de l'objectif poursuivi par ce même artisan lorsqu'il a voulu tailler cette pièce, vu qu'il ne l'a pas fait ni par hasard, ni par défaut. Une autre méthode extrêmement nouvelle, également celle-là, elle a quelques années seulement et elle est d'origine suisse. C'est une méthode de pétrographie simple à appliquer au silex, parce que les silex ont toujours été considérés comme étant, en tout cas pour toute la frange, pour toute la plaine du nord-ouest européen, l'origine des silex a toujours été considérée comme étant une question extrêmement complexe à résoudre, dans la mesure où les silex se ressemblaient tous. Cette nouvelle méthode pétrographique permet d'avancer sur le sujet, sur le silex, donc sur son origine, le silex étant le matériau le plus couramment utilisé dans le paléolithique par les hommes préhistoriques. Cette méthode se base sur les caractéristiques propres à chaque bloc de silex, caractéristiques qui sont étudiées et puis comparées avec des échantillons prélevés in situ dans des coupes géologiques encore accessibles de nos jours. Alors ces caractéristiques sont les suivantes, détaillons rapidement. L'épaisseur et la composition du cortex. Le cortex, c'est cette gangue qui entoure les matrices de silex, les blocs de silex. Les inclusions qu'on trouve dans les silex et qui peuvent être de taille et de forme variées. Il y a d'autres marqueurs épigénétique et diagénétique, il y en a un total de 23 qui sont recensés par cette méthode pétrographique et dont les comparaisons permettent d'élaborer une grille d'accès et d'accessibilité à ces matériaux. Voici ce que ça donne dans l'étude. Vous avez ici une application de cette méthode qui montre concrètement les territoires parcourus dans cette région du nord de la Bourgogne, à deux époques différentes, en rouge orangé vers 75 000 ans avant nous et en jaune vers 60 000 ans avant nous. Et on voit distinctement que la zone parcourue par les Néandertaliens, les plus récents, est largement plus importante. Cela reflète sans doute une modification des territoires de chasse, modification elle-même due à des modifications climatiques et donc à un impact de l'environnement sur la faune et sur les terroirs, les territoires parcourus par la grande faune chassée par ces préhistoriques. Alors pour votre information, là où nous avons une application de cette méthode, une application concrète de cette méthode, sur cet ensemble de sites situés entre Sens et Troyes, la durée d'étude a été d'environ 1 an. Une autre méthode qui est extrêmement importante toujours dans la préhistoire, vous m'en excuserez, mais c'est mon domaine de prédilection,
c'est la tracéologie. Cette méthode est assez récente, quoique inventée par l'archéologue russe Semenov dans les années 50, mais elle a été perfectionnée et poussée à son extrême, si j'ose dire, beaucoup plus récemment. Alors cette méthode consiste à examiner au microscope les stigmates, vous les avez ici dans le bas de l'image, à des grossissements différents, les stigmates qui sont laissés par le frottement d'un objet en pierre, en l'occurrence du silex, sur le matériau travaillé, et à comparer cette trace, vue et étudiée au microscope, comparer ces traces à des traces laissées sur des objets ayant en archéologie expérimentale réalisé des tâches diverses mais référencées. Alors ces tâches diverses peuvent être du raclage de peau, qu'elle soit sèche, qu'elle soit fraîche, du rainurage de bois de renne, de l'écorçage de branches, etc., etc., etc. Donc voilà à quoi cela sert et ça donne des résultats tout à fait satisfaisants dans tout un ensemble de cas, pour peu que le silex ne soit pas trop abîmé par son enfouissement pendant des milliers d'années dans des sédiments divers et variés. Sur cette méthode tracéologique sont également expérimentés, et là c'est en cours depuis maintenant quelques mois, à Saclay, dans le nouveau cyclotron dont la France est équipée, un système plus perfectionné, dont les résultats ne sont pas encore disponibles, nous attendons cela, d'études par rayonnement lumineux à forte intensité de ces traces. Alors ces méthodes, comme tout un ensemble d'autres méthodes, concourent toutes à un même objectif, qui est celui qui a été rappelé en début de conférence dans la définition de l'archéologie, et qui est de comprendre la façon dont nos ancêtres, ou non d'ailleurs, fonctionnaient, comment ils habitaient, comment ils vivaient, quelles étaient leurs relations avec leur environnement. Alors sur ce site fouillé par Laurence Bourguignon il y a quelques années maintenant, le site de La Folie à côté de Poitiers, ce site est maintenant recouvert par une station d'épuration. Sur ce site, les différentes méthodes dont je viens de parler, et beaucoup d'autres encore, ont contribué à l'interprétation. Alors, ce site très intéressant, cette interprétation a été permise par le rassemblement autour de la responsable de ce site, Laurence Bourguignon, d'une équipe pluridisciplinaire assez nombreuse. Et cela illustre bien le caractère nouveau de l'archéologie et surtout de l'archéologue, qui n'est plus un solitaire travaillant dans la poussière de son bureau, mais qui est plutôt le coordinateur d'une équipe et le metteur en scène des résultats qui sont produits par cette équipe. Et vous avez ici, sur l'interprétation de ce site, tout un ensemble de méthodes portées par des gens différents, mais qui concourent tous au même objectif. La répartition spatiale des objets, a permis de dresser le plan des aires d'activité. La taphonomie, qui est l'étude de l'enfouissement au sens large, a permis de renseigner sur le degré de conservation du site et donc sur la pertinence des informations sur le caractère spatial. La pétrographie, nous venons de le voir, a permis de renseigner sur les territoires parcourus. La micromorphologie, qui permet au microscope de mesurer l'état des sédiments, a permis de montrer l'emplacement en parallèle avec la répartition spatiale des zones sur lesquelles des foyers avaient été établis. La tracéologie, nous l'avons vu, a renseigné sur l'utilisation des outils qui ont été abandonnés sur ce site et donc sur la fonction même de ce site. Et une fois de plus, la micromorphologie ainsi que l'analyse des résidus organiques a mis en évidence une zone étrange parce qu'aucun matériel archéologique ne s'y trouvait, mais qui a été considérée comme étant une litière vu que des résidus organiques de fougères y avaient été abandonnés. L'interprétation finale de ce site élaboré par les archéologues est donc celle d'un habitat de courte durée, daté d'environ 70 000 ans, et protégé par un coupe-vent circulaire, et sur lequel plusieurs activités ont été conduites par les Néandertaliens, essentiellement de la taille de silex et du travail sur des peaux, afin sans doute de confectionner des vêtements ou des outres, ou encore ce genre d'outils tout à fait indispensables à la vie quotidienne de l'époque.
Passons maintenant à une méthode extrêmement différente, mais tout aussi nouvelle que certaines dont on vient de parler, qui s'appelle le LIDAR. Alors ce nom un peu barbare, je m'étais pourtant promis de ne pas en utiliser trop, ce nom un peu barbare vous évoque tout de suite le radar, et effectivement le LIDAR est un dérivé du radar. Si ce n'est que plutôt que d'utiliser des ondes radio pour mesurer la distance entre la source et la cible, je vais vite, le LIDAR utilise un rayon lumineux à haute intensité, un laser. Alors, le gros intérêt du LIDAR, donc cette machine étant portée par avion, est qu'elle permet très rapidement une reconstitution tridimensionnelle d'une surface quelle qu'elle soit. Alors vous avez sur cette vue une surface d'environ 10 km² passée au LIDAR dans la région de Carhaix en Bretagne. Alors les écrans donnent parfois des choses un peu curieuses, les contraintes sont un peu toujours difficiles dans ce genre de présentation, mais on distingue, je vais vous aider à les voir, voilà, on distingue un certain nombre d'anomalies, on va appeler ça des anomalies pour le moment, anomalies qui correspondent à autant de structures archéologiques. Alors ces anomalies, elles sont montrées sur ces flèches. Vous avez par exemple, ici, elle est très flagrante, un rond, un cercle, une anomalie circulaire. Vous avez également, ici, des anomalies plutôt carrées et toute une gamme d'anomalies de ce type qui, en fait, ne devraient pas, si le terrain n'avait jamais été occupé par l'homme, présenter ce genre de choses. Et voici les interprétations de ces anomalies. Vous avez des enceintes, je vous les laisse lire, des enceintes, des mines, des tumulus funéraires et des sites archéologiques. Alors vous allez me dire que ce n'est pas le LIDAR qui nous renseigne tout de suite sur ce qu'est précisément cette anomalie, bien sûr que non. Le LIDAR permet de repérer des anomalies sur le terrain et par la suite, le bon vieux travail manuel de l'archéologue et des chaussures de marche permettent de repérer ces sites sur le terrain, en allant les voir directement, mais le LIDAR, son énorme avantage, c'est que cela nous guide immédiatement vers ces structures étranges qu'on ne verrait pas en se promenant dans cette campagne bretonne et qu'on verrait peut-être par archéologie aérienne, mais dans ce cas précis, un certain nombre de ces anomalies n'avaient jamais été vues par des survols aériens classiques. Alors, cette campagne qui a été réalisée par Yves Menez dans la région de Carhaix a donc permis la découverte d'un certain nombre de sites archéologiques qui sont tous datés des 5e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc cela donne une idée de la densité de l'occupation de ce secteur à ces périodes gauloises relativement anciennes. Et une fouille assez complète a été effectuée sur un de ces sites, celui-ci précisément. Cette fouille complète a donné lieu à cette reconstitution tridimensionnelle. C'est le site de Paul et c'est un établissement aristocratique gaulois du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez à quel point cette technique du LIDAR nous permet de préciser les zones sur lesquelles nous pouvons intervenir et avoir une idée de l'occupation d'un terroir. Le tumulus funéraire qui se trouve ici n'est quasiment plus visible du sol, c'est un exemple parmi d'autres, alors qu'il sortait très bien sur la vue LIDAR. Alors le LIDAR peut donc être considéré comme une suite logique de la photographie aérienne, dont vous avez certainement tous entendu parler, mais il s'avère beaucoup plus performant que celle-ci, comme par exemple dans un milieu dans lequel je me suis rendu il y a quelques mois seulement, un milieu extrêmement complexe pour une intervention archéologique, un milieu très difficile d'accès. C'est ici la forêt amazonienne, c'est dans le centre de la Guyane. C'est donc un accès complexe et surtout une canopée extrêmement élevée, les arbres culminant entre 20 et 30 mètres, ce qui empêche totalement toute exploration par photographie aérienne. Alors je ne vous parle même pas d'une exploration pédestre dans ce type de milieu, sur un territoire qui fait 100 000 km², ce n'est même pas la peine d'y penser.
Alors, dans ce centre de la Guyane, qui commence à être exploré par des chercheurs d'or, vous le savez tous, des relevés lidar ont été effectués par le CNES, avec qui nous collaborons à Kourou. Et ces relevés lidar ont mis en évidence des choses tout à fait intéressantes. Voici le relevé lidar de la zone que je viens de vous présenter, au bord de cette rivière. Et voici une flèche. Cette flèche vous montre, ici, un cercle tout à fait étrange. Donc voici un agrandissement. Et qui s'est révélé être, donc je vous rappelle que nous sommes en pleine forêt amazonienne et que les arbres culminent à 25 mètres de haut, qui s'est avéré être, grâce à l'utilisation d'une pelle mécanique que nous sommes arrivés à faire aller jusque-là avec l'aide de la société aurifère qui travaillait dans la région, cette structure étrange s'est avérée être un fossé d'enceinte d'un site paléo-indien du XIIIe siècle. Donc bien avant l'arrivée des Européens dans la région. Alors cette pelle mécanique qui nous a été confiée par l'exploitation aurifère et qui a mis seulement 3 jours pour arriver sur place, ce qui est pas mal pour la région, c'est assez rapide, nous a permis de repérer, vous avez ici un sondage qui le coupe, nous a permis de repérer ce fossé qui est encore bien marqué dans le paysage, mais qu'il était impossible de voir d'avion, évidemment, et qu'il était surtout impossible de détecter en prospection pédestre, s'il aurait fallu une chance extraordinaire pour passer juste à cet endroit-là. Donc voici la tranchée archéologique et le fossé du XIIIe siècle, dont vous voyez qu'il est assez bien conservé dans le paysage. Une troisième méthode, et c'est peut-être celle-ci qui va sans doute vous interloquer, vous interroger le plus, qui est une méthode réellement développée par les archéologues spécialisés en archéologie préventive et qui est la mécanisation de nos interventions archéologiques. C'est assez surprenant, j'en conviens, la mécanisation des fouilles, quand on en parle comme ça peut paraître assez surprenant, dans la mesure où l'image traditionnelle de l'archéologue, une fois qu'on a passé le fantasme d'Indiana Jones ou de Lara Croft, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, une fois qu'on a passé cette image fantasmée, l'image traditionnelle de l'archéologue qui nous vient à l'esprit est assez souvent celle du savant fou, penché avec une petite truelle ou un outil de dentiste et un tout petit pinceau à dégager une pièce d'or au fond d'une pyramide maya, aztèque ou égyptienne. Vous cochez la case qu'il vous plaira. Nous utilisons également des petits pinceaux et des outils de dentiste. Nous utilisons également des très gros outils qui s'appellent des pelles mécaniques. Alors, cette mécanisation est considérée comme une avancée majeure dans notre profession, pour tout un tas de raisons. La première et la plus importante est qu'elle permet le développement d'une véritable archéologie spatiale. Alors, ce qu'on entend par archéologie spatiale, c'est un mot à double sens. C'est que ça permet à la fois de dégager des sites archéologiques complets, et ça permet également de s'interroger sur une véritable archéologie du terroir, c'est-à-dire sur des très grandes surfaces entièrement explorées et fouillées, afin de comprendre l'occupation d'un terroir par des populations passées. Alors l'utilisation en archéologie d'engins de terrassement date d'une vingtaine d'années environ, engins de terrassement qui sont couramment utilisés dans les chantiers de travaux publics. Alors, cette utilisation en archéologie, c'est d'abord limité à l'enlèvement des terrains superficiels, c'est-à-dire les horizons de labour. Et vous avez ici sur cette image prise en Picardie, vous avez ici sur cette image le tracé d'une autoroute, c'est l'autoroute A29, Amiens-Rouen plus précisément, qui se matérialise par les tranchées de diagnostic que les archéologues ont réalisées. Ici, 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 ainsi que par un décapage beaucoup plus large. Là, on a enlevé toute la terre végétale. Pour information, la nationale 29 est ici. Donc un décapage beaucoup plus large qui a été réalisé
à l'emplacement d'une occupation romaine. En l'occurrence, il s'agit d'un temple romain du 1er siècle qui a été transformé en fortin militaire au fin 3e, début 4e. Et ce décapage donc, a mis au jour des structures archéologiques qui ont été par la suite fouillées assez classiquement, c'est-à-dire à la main. Alors l'utilisation d'une pelle mécanique est maintenant une méthode largement répandue, du moins en France. Il faut voir qu'à l'étranger, ce n'est pas le cas. Et une équipe de 2 à 3 personnes peut ainsi tester assez facilement une superficie d'environ 1 hectare par jour. Alors cette méthode qui est en cours depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années a permis la découverte de centaines de sites archéologiques et c'est donc cela qui a permis le développement d'une archéologie des terroirs et de leur occupation. Alors pour vous donner une idée de ce que ça peut donner comme chiffre, sur la région Picardie, par exemple, depuis une vingtaine d'années, cette méthode a permis de découvrir et de repérer environ 600 sites gaulois. Les engins mécaniques, donc les pelles mécaniques en l'occurrence, permettent également le creusement de sondages profonds qui nous permettent de repérer des sites paléolithiques souvent recouverts par des mètres de sédiments. Alors, en France, les sites paléolithiques de plein air peuvent être sous-jacents aux horizons de labour, donc à 30-40 cm, mais certains peuvent se retrouver à des profondeurs dépassant les 10 mètres. Et dans la plaine alsacienne, des sites archéologiques du paléolithique moyen et ancien se trouvent à des profondeurs de 23 mètres très précisément. Alors, sans les méthodes qui ont été mises au point pour réaliser ces sondages profonds, et qui sont assez complexes à mettre en œuvre. J'y ai travaillé personnellement pendant pas mal d'années, ça nous a pris beaucoup de temps pour y arriver. Et donc, sans ces méthodes mises au point pour ces sondages, de nombreux sites paléolithiques n'auraient jamais été découverts. Ce qui fait que la préhistoire, cela reste encore dans la conscience collective, mais là, cela aurait été pour le coup extrêmement vrai, la préhistoire serait restée essentiellement une affaire de grottes, alors qu'il y a comparativement plus de sites archéologiques dans le nord de la France, mais en plein air, vu qu'il y a, vous le savez comme moi, pas de grottes dans le nord de la France. Il y a donc plus de sites archéologiques à période égale dans le nord de la France que dans le Périgord ou le sud-ouest. Vous avez ici une campagne systématique avec 5 pelles mécaniques alignées, une campagne systématique de recherche de sites paléolithiques. Cette campagne s'est déroulée sur l'emplacement de l'usine Toyota à Valenciennes. Je suis certain que vous en avez des souvenirs de cette usine. Et cette campagne a permis la découverte d'un extrêmement important site paléolithique d'environ 60 000 ans, mais qui malheureusement n'a pas été fouillé pour des raisons politico-économiques auxquelles l'archéologue est assez souvent confronté. Alors passons maintenant à un exemple pour le coup beaucoup plus récent de méthode de fouille mécanisée, beaucoup plus récent parce que ce que je vais vous présenter là s'est déroulé l'année dernière et n'est même pas encore terminé, donc c'est quasiment, si j'ose dire, un scoop. Donc ici nous avons une fouille mécanisée, ça se trouve dans l'Aube, une fouille quasi entièrement mécanisée. La première chose que nous voyons grâce à cette vue aérienne est la superficie concernée par le site, qui est gigantesque, ça fait plusieurs dizaines d'hectares. Voici la superficie étudiée par l'archéologie. Pour vous donner un exemple, voici les camions 35 tonnes qui permettaient le dégagement d'un certain nombre de déblais. Donc ce site est d'une superficie gigantesque. Et la première étape, très classique, a été son décapage intégral par l'enlèvement de l'horizon de labour de ce site gaulois afin de mettre au jour les structures archéologiques qui ont été creusées à l'époque donc par les Gaulois dans le sous-sol, c'est-à-dire les fosses, les fossés, les trous de poteaux, etc., etc., etc. Ensuite, face à une superficie de ce type, auquel nous sommes parfois confrontés, ce n'est pas un exemple unique, mais ici s'est posé la question de la méthode à utiliser pour fouiller une surface aussi gigantesque. Et nous avons collectivement, entre archéologues, décidé un test méthodologique grandeur nature. Ce qui n'est pas facile dans la mesure où, vous l'avez compris,
la spécificité de notre métier est que nous détruisons l'objet de notre étude et que donc ce test méthodologique était clairement un risque à prendre. La méthode utilisée a donc été une fouille entièrement mécanisée avec tamisage total des structures archéologiques au minimum par moitié. Donc voici la chaîne opératoire qui a été, la méthodologie clairement, qui a été utilisée sur ce chantier, mise en œuvre sur ce chantier. Alors, étape numéro 1, donc je vais de la gauche vers la droite. Étape numéro 1, décapage intégral du site, plusieurs dizaines d'hectares, et nettoyage des structures archéologiques. Étape numéro 2, le levé topographique complet. Nous avons vu ça en début d'intervention, levé topographique par GPS, théodolite laser, des méthodes que nous utilisons maintenant couramment. C'est ici que ça change considérablement. L'étape numéro 3, la fouille de ces structures. Alors comment avons-nous procédé? Nous avons utilisé, nous en verrons quelques images par la suite, nous avons utilisé un engin appelé mini-pelle. C'est donc, imaginez une pelle mécanique en réduction. Une pelle mécanique, ça fait environ 25 tonnes. Une mini-pelle, ça fait environ 5 tonnes. Nous avons donc utilisé une mini-pelle qui a coupé en deux toutes les structures archéologiques et qui a procédé au prélèvement des sédiments contenus dans ces structures archéologiques. Donc la moitié de la structure a été prélevée et mise en sac pour ensuite être tamisée dans une station de tamisage spécifiquement construite sur cette opération. L'autre moitié de la structure archéologique a fait quant à elle, étape numéro 4, l'objet d'un relevé classique, manuel, nous l'avons vu tout à l'heure. Donc la coupe a été relevée, le plan avait déjà été relevé, les coupes ont été relevées topographiquement. Dans un certain nombre de cas, quand la structure paraissait un peu étrange, un peu baroque, l'autre moitié de la structure a été fouillée manuellement ou au moins testée manuellement. Tout ça se faisant sous le contrôle permanent de l'archéologue et avec l'aide pour l'enregistrement et le conditionnement du mobilier d'une équipe spécialement dédiée. Illustrons cela si vous voulez bien. Donc voici à quoi cela correspond sur le terrain. Je pense que ça peut paraître étrange, mais c'est de l'archéologie, c'est l'archéologie contemporaine. C'est ce que nous faisons maintenant. Pas sur tous les sites, sur un certain nombre. Donc la structure archéologique en haut à gauche est en cours de fouille par moitié avec cette mini-pelle. Vous avez en haut à droite la coupe qui a été effectuée dans ces structures. On voit distinctement ce silo, il s'agit d'un silo. Ici. Donc la coupe qui a été effectuée dans cette structure. Et en bas à droite, vous avez l'équipe archéologique, l'archéologue en l'occurrence, qui numérote dans ce cas-ci les sacs. Ce sont des sacs qui s'appellent bêtement des sacs big bag, gros sacs en anglais simplement. Donc ces sacs, mais c'est le terme français paraît-il, si j'ose dire, ces sacs qui contiennent chacun un morceau, une moitié de structure archéologique et qui sont ensuite conduits avec cet engin de levage et ces plateaux, conduits vers les aires de stockage. Ces sacs sont numérotés, on sait exactement d'où proviennent les sédiments qu'ils contiennent. Et ces sacs sont donc conduits vers les aires de stockage et de tamisage où ils sont traités. Vous avez en bas à droite l'aire de tamisage en plein air, où ils sont donc traités et le tamisage est effectué par une équipe dédiée à cette fin. Et le tamisage nous permet la récupération en très grande quantité, beaucoup plus en tout cas que quand on fait une fouille classique manuelle. Donc la récupération d'éléments archéologiques, une fois de plus des artefacts et des écofacts, c'est-à-dire des graines, des éléments naturels mais qui ont joué un rôle dans l'histoire et la compréhension du site. Éléments archéologiques donc de petite, voire de très petite taille. Alors ces éléments, ces résidus détritiques, comme on les appelle de manière savante, apportent un complément majeur à la compréhension du site. Car jusqu'à présent, dans la plupart des fouilles de ce type, donc de grande superficie, on tamisait extrêmement rarement les structures. Et quand on les tamisait, quand on effectuait des tamisages, c'était sur des tests essentiellement destinés à des études
qu'on appelle paléo-environnementales, c'est-à-dire des prélèvements très spécifiques dans un certain nombre de structures afin d'y retrouver des éléments comme des graines dans des silos permettant cette compréhension de site. Ici, la méthode utilisée a été le tamisage systématique de toutes les structures. Alors nous en sommes donc à une phase d'analyse des résultats, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais nous savons d'ores et déjà qu'en termes de quantité d'informations, le résultat est très positif. Ça va apporter un éclairage tout à fait nouveau sur ce site gaulois. Néanmoins, il y a toujours un revers à la médaille. Plusieurs problèmes se posent. Cette expérience n'a pas encore été renouvelée. Nous avons pas mal de problèmes à résoudre auparavant, qui sont plutôt non pas sur la méthode, mais des problèmes techniques d'organisation du travail au sein de l'équipe archéologique, car là, vous l'avez vu par vous-même, le travail est un peu différent de celui qu'on nous apprend lors de nos très longues études universitaires. L'intérêt premier de cette mécanisation, pour revenir à ce sujet, est donc qu'elle nous permet de mettre au jour des sites archéologiques assez rapidement et surtout sur des superficies considérables qui atteignent parfois plusieurs dizaines d'hectares, ce qui était tout à fait inimaginable il y a 20 ou 30 ans. Ça nous permet donc d'accéder, en parallèle à la multiplication des opérations archéologiques, à une véritable archéologie du terroir et à son occupation par nos devanciers. Alors, sur cet exemple, vous avez une superficie qui est ceinturée par ce pointillé orange, superficie explorée qui est de plus de 200 hectares. Rendez-vous compte de ce que c'est 200 hectares. Un terrain de football faisant environ 0,8 hectares, ça vous donne une petite idée. Ça fait dans les 300 terrains de football environ. Et cette superficie nous a permis toutes les taches jaune-orange qui sont sur ce site, sur ce terroir plutôt. Cette superficie a révélé l'existence de sites gaulois du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce sont toutes les taches oranges que vous voyez, dans un terroir qui est actuellement quasi désert. On est là dans la Champagne crayeuse, dans la région de Soins-Perthes-les-Hurlus, pour ceux qui connaissent la région, et dont les connaisseurs savent que les villages sont distants de 10 à 15 km et il n'y a quasi aucune ferme à l'intérieur de ces terroirs. Donc vous voyez que cela nous permet d'avoir une vision extrêmement différente de l'occupation du territoire par rapport à celle que l'on constate maintenant en se promenant dans nos campagnes. Alors, un autre intérêt de cette mécanisation est, je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle permet de décaper intégralement des sites archéologiques de grande surface. Imaginez ce que cela aurait dû être à la main. Personnellement, lors de mes études, j'ai décapé à la bêche des sites archéologiques sur plusieurs centaines de mètres carrés. C'est à la fois très long et ça fait très mal au dos, je peux vous l'assurer. Et l'appel mécanique a été pour nous quelque chose de tout à fait miraculeux dans ce sujet, dans ce cas. Et vous avez ici un décapage extensif dans le nord de la France qui nous a permis la compréhension de cet ensemble complet. Il s'agit, cette vue aérienne montre son fossé d'enceinte, ici, sur un aéroport en construction. Il s'agit d'un village médiéval du XIe siècle qui était totalement inconnu à ce jour, donc aucune trace en archives, aucune mention nulle part dans les sciences historiques, et donc découvert sous cet aéroport, cette extension d'aéroport. Voici donc le rappel en vignette en haut à gauche, le rappel de ce décapage et le plan qui a été dressé de ce décapage, de ce village médiéval du XIe siècle qui n'a pas duré très longtemps, à peine un siècle. Donc détaillons rapidement. Autour d'une place centrale se sont organisées les maisons composant l'habitat, avec derrière les maisons des zones sans doute réservées à des cultures maraîchères de petite taille, donc des cultures maraîchères individuelles certainement, ainsi que des petits packages et des barrières, des palissades qui devaient servir à garder, cloîtrer le bétail, essentiellement du cochon dans ce village. Un fossé d'enceinte assez important. Donc le village était protégé par ce fossé d'enceinte. Vous voyez que la fouille n'a pas pu dépasser le bord de l'emprise de l'aéroport, c'est souvent le cas.
un chemin d'accès principal, ici, menant directement à la place centrale. Et, phénomène tout à fait intéressant, ici, en haut à gauche, au nord du village, un deuxième fossé, tout aussi important, avec un accès central ici, et ce très grand bâtiment que nous interprétons comme une maison forte du XIe siècle. C'était sans doute l'habitation du seigneur de ce lieu, lequel avait directement la main sur le village qui était collé à cette occupation seigneuriale, dont voici la reconstitution que l'étude archéologique nous permet. Donc vous le voyez, les éléments constitutifs sont présents, le chemin d'accès, la place centrale, les maisons, des zones de package avec parfois une petite mare, un accès secondaire ici permettant d'arriver à ces champs et à ces zones de package qui ont également été étudiées. Et élément important, l'occupation du seigneur des lieux, ici au nord du village, de ce village médiéval, qui donc, je le répète, était tout à fait inconnu dans cette région du nord de la Picardie. Alors pour terminer cette communication, il me reste une vingtaine de secondes, je voudrais terminer cette communication par une petite image, plutôt à caractère, si j'ose dire, un peu plus humoristique, qui illustre à merveille les revers que doit parfois subir l'archéologue moderne sur ces chantiers. Voilà. C'est arrivé sur une fouille à Besançon, hein. Ça arrive parfois plus souvent qu'on ne le croit. La France est un pays où il pleut encore, malgré ce qu'on peut croire. Et donc cette image permet d'illustrer à merveille, imaginez-vous la tête de l'archéologue arrivant le matin sur le site et voyant cela. Donc le sang-froid dont doit faire preuve l'archéologue moderne pour garder la tête hors de l'eau. Je vous remercie de votre attention.